je commence tout de suite donc par cette question de croissance économique et consommation alimentaire. Et avant de regarder l'ensemble des pays du monde, on va regarder la France, parce que c'est un très bon exemple, et surtout, j'ai des données qui sont très anciennes, qui recouvrent des longues périodes. Donc quand vous aurez bien vu les mécanismes qui ont été à l'œuvre en France, quand vous aurez bien compris comment ça fonctionne, on pourra aller beaucoup plus vite pour tous les autres pays du monde qui suivent d'une certaine façon à peu près les mêmes tendances. Vous allez voir que c'est assez frappant. Alors commençons donc par la France et par l'évolution au cours des 2 derniers siècles. Je laisse de côté le 21e qui a à peine commencé. Donc là, il s'agit du 19e et du 20e. Et vous avez sous les yeux quelques grandes tendances qui sont assez claires. Commençons par le commencement, la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez le graphique à gauche, c'est 1780. On est à la veille de la Révolution française. Et si vous regardez la courbe du haut, les calories totales, c'est l'offre alimentaire, enfin ce qu'on appelle les disponibilités alimentaires pour la consommation, au sens des bilans alimentaires qu'établit la FAO pour tous les pays. Eh bien, vous voyez que ces disponibilités, à la fin du XVIIIe siècle, c'est à peu près 1750 kilocalories par personne, c'est-à-dire pas beaucoup. 1750 kilocalories par personne, c'est un petit peu plus que le métabolisme de base. Et surtout, à la fin du XVIIIe siècle, on ne se déplace pas en voiture, il y a le travail est essentiellement physique, les habitations sont mal chauffées, etc. Donc on a des besoins énergétiques qui sont très élevés et une consommation et des disponibilités caloriques pour les individus qui sont faibles. Et donc du coup, on est dans ce qu'on appelle un équilibre de subsistance, c'est-à-dire juste à la limite de ce qu'il faut pour se maintenir en vie. La meilleure preuve d'ailleurs qu'on est juste à la limite, c'est qu'encore tout au long du XVIIIe, il y a des famines totales ou partielles et des gens qui meurent de faim, tout simplement, au sens littéral du terme. Donc ça, c'est le point de départ. On peut difficilement partir de plus bas. Et ce point de départ est tout simplement, je dirais presque obligatoire à cause de la loi de Malthus, c'est-à-dire que tout simplement, il y a des ressources, et la population augmente jusqu'au moment où elle consomme toutes les ressources. Et à partir de ce moment-là, la population n'augmente plus, tout simplement à cause de la mortalité. Et donc, quand on divise les ressources par cette population qui a cru jusqu'aux limites, on atteint le minimum par tête. Alors bien sûr, il y a des inégalités, bien sûr, il y a des gens qui consomment 2 fois plus que la moyenne, mais ces gens représentent une fraction infime de la population. Et vous allez voir après, quand je vous montrerai un petit calcul grossier pour voir à peu près ce qui est disponible et ce que l'agriculture dégage comme surplus, puisque c'est bien ça la notion clé. Ce surplus est très faible, et donc même si les gens ne travaillent pas dans l'agriculture, ils ne peuvent être que très peu nombreux. Donc, point de départ, minimum de subsistance. Ensuite, vous voyez qu'il y a une croissance très régulière. Bon, c'est toutes les révolutions industrielles et agricoles du 19e et du 20e siècle. La consommation croît jusqu'à un peu plus de 3200 kilocalories et se stabilise. Elle a même l'air de diminuer légèrement. Effectivement, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai une courbe équivalente pour les États-Unis. Les disponibilités caloriques ont légèrement décru régulièrement, tout simplement parce que les besoins énergétiques ont décru, parce que les gens ont moins besoin d'énergie. On l'a vu aussi aux États-Unis avant l'infléchissement, avant que l'offre de calories se mette à réaugmenter avec les conséquences que je décrirai tout à l'heure. Donc en un siècle, on passe du minimum vital à la saturation, et puis ensuite la situation se stabilise. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que à partir du moment où vous le voyez vers 1880, 1890, quand la ration calorique se stabilise, la structure de l'alimentation change. Jusque-là, l'essentiel, c'était des céréales et des féculents, c'est normal, c'est partout comme ça dans le monde. Je crois que vous avez eu une conférence de Marcel Mazoyer il y a quelque temps qui a expliqué comment dans chaque grande région du monde, vous avez des céréales, des féculents et des légumineuses qui constituent le régime de base. C'est du maïs et du soja, c'est du maïs et des haricots rouges, c'est chez nous du blé, des céréales secondaires et d'autres légumineuses et des pois, etc. Et donc ça, c'est ce qui permet de fabriquer les calories les moins chères, donc de nourrir le plus de monde possible compte tenu d'un environnement agroécologique donné. Parfait. Donc c'est normal que ça soit tout en haut dans le régime alimentaire, tant qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance en termes de calories. Et puis quand on l'a atteint, vous voyez, ça se produit donc un petit peu avant le passage du 19e au 20e. À ce moment-là, la structure de l'alimentation change, tout simplement parce que manger que des céréales et des légumineuses, c'est pas très agréable, et que dès qu'on le peut, on va se tourner vers d'autres choses, en gros les produits d'origine animale, c'est ça l'essentiel, et on va voir que c'est bien le problème clé qui va nous occuper
sur la question des grandes tendances, et puis vers des choses qui sont tout simplement aussi agréables à consommer, les sucres, les graisses, etc. Et donc à ce tournant-là, d'ailleurs, il y a une première grande crise de l'agriculture, tout simplement parce que les choses changent, parce que les consommateurs, on ne parle pas encore de consommateurs à l'époque, mais les humains, dès qu'ils peuvent, essayent de varier leur régime et d'aller vers d'autres choses. Et c'est très bien, d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas de critique derrière ça, bien au contraire. Donc voilà pour ce paysage global. Et alors, évidemment, comme tout ça varie en termes de produits et d'aliments selon les pays, le mieux pour synthétiser les choses, c'est de regarder en termes de nutriments comment ça fonctionne. Et vous l'avez sous les yeux. Donc vous connaissez les grands nutriments, donc les glucides, dans lesquels vous avez à la fois les amidons et les sucres, les glucides complexes et les sucres. Les lipides, la deuxième courbe en dessous, qui a une tendance fortement croissante à partir du début du XXe. Et puis enfin les protéines. Et donc vous avez cette grande fresque-là, sur 2 siècles, qu'on retrouve dans tous les pays, où, grosso modo, la structure de l'alimentation reste fixe pendant toute une période qui est la période de croissance quantitative de l'alimentation. Ça dure un siècle, là. Et on consomme surtout des glucides, et vous le verrez après, surtout des glucides complexes. Et puis, une deuxième phase, la partie droite du graphique, à partir de 1880, où là, la structure se transforme profondément, la part des glucides chute et la part des lipides augmente, la part des protéines reste stable, mais vous verrez aussi tout à l'heure que là-dedans, les protéines animales se substituent aux protéines végétales. Et c'est cette phase-là, qui est à droite, où la structure change, qu'on appelle la transition nutritionnelle, transition alimentaire, les termes changent. Ce terme de transition nutritionnelle est très important, et on va voir qu'on va le retrouver dans différents pays à différents moments, parce que c'est ça qui fait basculer complètement les modèles alimentaires, c'est ça qui fait basculer les besoins en ressources et qui fait basculer aussi le statut sanitaire au sens de santé publique des populations. Et puis enfin, si vous regardez tout à fait à droite du graphique, là où les points deviennent de plus en plus nombreux, parce qu'on observe de mieux en mieux les choses, parce que là au début de période, la FAO n'avait pas été inventée, donc j'avais pas beaucoup de points. Vous voyez que la situation se stabilise. Si je zoome sur la partie droite du graphique, toujours pour la France, donc vous voyez l'évolution s'arrête un peu et se stabilise en tout cas en termes de macronutriments. Donc si on résume ces 3 graphiques, ça nous fait 4 phases en gros. On a une phase qui n'est pas représentée sur les graphiques, qui est avant le 18e. Alors je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de l'agriculture et de l'alimentation. Marcel Mazoyer l'a fait bien mieux que je pourrais le faire. Mais en gros, avant cette période, on est sans arrêt dans des économies de subsistance. Donc le point clé, c'est le point où si vous ne laissez pas les ressources ne se calent pas sur la population, c'est l'inverse. C'est la population qui se cale sur les ressources. C'est-à-dire la population croît tant qu'il y a à manger et ça croît après. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans une situation tendue. La tendance est à se caler sur le minimum vital, mais il y a des périodes dans lesquelles la situation s'améliore pour des raisons exogènes. Par exemple, au début du XIVe, vers 1300 à peu près, vous avez une énorme densité de population, en particulier en Europe du Nord et en France, qui est très importante. Ensuite, entre 13e et 14e, il y a l'épidémie de peste noire, puis il y a des famines, etc. Et la population de l'Europe diminue de moitié à peu près, presque des 3/4 dans certaines zones. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, on n'est plus obligé de cultiver les moins bonnes terres, on peut se concentrer sur les meilleures, on peut développer l'élevage, etc. Et donc évidemment, la situation s'améliore, mais elle s'améliore non pas parce qu'on sait mieux produire, mais simplement parce que les ressources sont plus disponibles. On consomme davantage de viande, etc. Enfin, on aurait pu voir là une première transition alimentaire, mais après, évidemment, la population recommence à augmenter, et puis à nouveau, il y a cette pression très forte, et on se retrouve là, comme au XVIIIe, avec à des niveaux qui sont des niveaux de subsistance pure, c'est-à-dire où la consommation moyenne est juste ce qu'il faut pour survivre, et donc où une partie de la population meurt de faim. Voilà, donc ça c'est la première période. Ensuite, on a cette période de croissance quantitative, vous avez vu tout le XIXe siècle, un siècle dure, toute la consommation de toutes les quantités augmente, mais la structure de la diète reste stable. Un autre siècle de transition nutritionnelle, qui se termine là, vous voyez, vers 1980, 1990, et puis là, depuis 20 ans, donc, une phase stationnaire, très forte abondance en termes de calories, et stationnarité en termes de structure. C'est la phase actuelle, bon, je qualifie de stationnarité parce qu'elle est stationnaire sur le plan macronutritionnel, mais pas sur le plan forcément des aliments qu'on consomme. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que cette phase-là, ça fait 20 ans. Donc c'est rien à l'échelle de ce qu'on vient de voir.
Et ça veut dire qu'en fait, on a autour de nous les premières générations d'adultes qui sont nés et qui ont été élevés uniquement dans cette phase de surabondance, qui ont 20 ans aujourd'hui. Mais c'est nouveau. Et on n'a pas encore sous les yeux toutes les conséquences de cela, évidemment, par rapport aux autres évolutions qui ont pris chaque fois un siècle, voire plusieurs siècles pour arriver à leur terme. Donc c'est un premier point très important, un premier message à retenir, c'est ce côté très récent de la situation actuelle de surabondance dans laquelle on se trouve. Vous verrez tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai mis toutes les diapositives, parce que je ne veux pas... je fais un cours à la gauche qui dure 4 heures sur ces questions-là, donc j'ai peur de vous lasser, mais on a aujourd'hui, ce qui change dans le paysage, c'est que les pays qui suivent ces mêmes étapes, vont beaucoup plus vite. Les étapes, on ne peut pas les brûler, c'est-à-dire qu'on commence par le minimum vital, la consommation quantitative augmente, puis la structure se modifie. Prenons le cas de la Chine, par exemple. Le point de départ pour la Chine, ce n'est pas 1780, c'est le grand bond en avant, qui, comme vous le savez maintenant, était en fait un grand bond en arrière, avec une baisse dramatique de la production agricole, et donc ces grandes famines qui ont caractérisé les années 60, 62, 63. Le point de départ est le même que nous, c'est-à-dire c'est même 1500 kilocalories par personne. Les gens meurent de faim, et on le sait maintenant, on a des témoignages, littéralement. Simplement, les deux phases qui ont pris chez nous 2 siècles ont pris 40 ans en Chine. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, un peu plus de croissance quantitative, et la transition nutritionnelle se fait aujourd'hui à très grande vitesse. Et donc là, les conséquences en termes de santé publique, les conséquences sur les modifications des populations, vous avez des populations entières dont les caractéristiques biologiques sont adaptées à des environnements pénuriques, se retrouvent dans des environnements quantitatifs complètement changés, ensuite avec une structure alimentaire complètement changée. Et donc, sur le plan de l'épidémiologie, de la santé, etc., les conséquences sont tout à fait incalculables. Et ça, c'est une question que connaissent bien les spécialistes de la FAO, mais ça va poser des problèmes économiques majeurs dans les années qui viennent. Je reviens donc au cas de la France, avec juste une petite parenthèse pour montrer l'ampleur des progrès qui ont été réalisés et pourquoi, comment les choses ont évolué. Donc ça, c'est encore un emprunt à Marcel Mazoyer et à Laurence Roudard dans leur histoire de l'agriculture, juste pour montrer pourquoi ce n'était pas possible qu'il en soit autrement, pourquoi on était coincé dans ce système de subsistance, et surtout pour vous montrer, dans la diapositive suivante, les ordres de grandeur de l'évolution, que vous allez voir, sont absolument sidérants. Si on part donc je suis même remonté très au-delà du XVIIIe siècle, donc fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, mais enfin en gros c'est le point de départ des économies de subsistance. Compte tenu des moyens agricoles qui sont à disposition de la population, que vous voyez figurer à gauche, on peut difficilement cultiver, un actif agricole peut difficilement cultiver plus de 3,5 hectares, c'est déjà beaucoup. Et là-dessus, compte tenu des rendements qui sont très faibles, produire plus d'1 tonne de céréales, qui est la chose la plus productive et la moins chère qu'il puisse donner. Donc avec ça, je vous passe les calculs, mais cet actif agricole produit 8800 kilocalories. Ça veut dire qu'il peut nourrir 4 personnes ou 5 personnes, en gros. Il peut nourrir 4 personnes à un niveau convenable de 2200 calories ou 5 personnes à 1760 kilocalories. Mais un actif agricole, il a bien 5 personnes à nourrir. Il a des enfants, il peut avoir des ascendants qu'il faut, etc., qui peuvent l'aider un peu, mais qui sont quand même inactifs. Donc, il n'y a pas de surplus. Vous travaillez tout le temps et vous produisez de quoi nourrir la famille qui vous permet de vous reproduire. Point à la ligne. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans ces sociétés-là, tout le monde est agriculteur, et c'est ce qu'on a aujourd'hui encore pour une partie de la population dans le monde. On va voir tout à l'heure les niveaux de productivité. Et il n'y a pas de marge de manœuvre. Et on mange le produit le moins cher, et avec ça, on survit juste. Alors ensuite, évidemment, il y a ces progrès de productivité qui sont majeurs. Vous voyez sur le graphique qui est à gauche, c'est la quantité brute de grains produits par travailleur. Donc le point en bas, c'est les quintaux, donc il faut enlever un zéro pour repasser aux tonnes. On a bien notre tonne de production par actif tout à fait en bas, vers 1750, là sur le graphique. Et vous voyez que la productivité, grâce à la mécanisation, grâce au fait qu'on peut, et puis tous les progrès que vous connaissez dans l'agriculture, que je ne vais pas décrire ici, la productivité a été multipliée par 2000 à peu près. Aujourd'hui, c'est plutôt 2000 tonnes par actif qu'on peut produire quand on a des moyens de production qui ressemblent à ce que vous avez ici sur la photo du haut, plutôt que le type de production que vous voyez sur la photo du bas, mais qui est encore aujourd'hui, qu'on
trouve aujourd'hui encore dans une grande partie de la population agricole du monde. Donc vous avez ces différences de productivité, c'est de 1 à 2000, c'est fantastique. Et aujourd'hui, vous avez quand même, si vous reportez donc aux populations qui travaillent à la main, des productivités par actif qui sont toujours de l'ordre d'une tonne. Hein. Et donc vous avez à peu près, je sais pas, au moins 1 ou 2 milliards de gens dans les zones les plus défavorisées, avec aucun accès à aucune forme de mécanisation, qui produisent dans ces conditions-là, et donc qui ne peuvent produire que pour eux-mêmes et pour leur famille. Si tant est encore que le bas coût des céréales produites en haut n'ait pas complètement déstructuré leur environnement économique en bas. Je reviens du côté, je laisse la production agricole, parce que finalement ce n'est pas vraiment mon domaine, mais c'était pour vous montrer les ordres de grandeur, mais je vais vous montrer la même chose vu du côté du consommateur, c'est-à-dire de celui qui achète à manger. Voilà les prix du blé en France. Alors c'est même, on remonte encore plus que le début du XVIIIe, donc là c'est même fin du XVIe, donc 1700, tout début du XVIIIe. Et c'est des prix exprimés en heures de travail, parce que c'est difficile de se reporter à la valeur du franc en 1700, ça ne vous dirait pas grand-chose. Simplement, quand on voit qu'il faut travailler 2h30 pour acheter 1 kilo de blé, ça c'est très parlant. Et si vous devez travailler 2h30, ce que vous voyez à gauche, pour acheter 1 kilo de blé, que le blé est ce qui coûte le moins cher, et ce qui fournit le plus de calories pour votre famille, et que votre famille se compose de 4 personnes, et qu'il vous faut à peu près 1 kilo par personne par jour, eh bien il faut travailler 10 heures par jour. Tous les jours. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. En moyenne. C'est vraiment beaucoup. Et alors, je passe sur les points. Vous voyez, il y a des points qui ne tiennent pas sur le graphique, là, qui sortent en haut. 1709, grande famine, un hiver glacial, avec des prix qui explosent, qui deviennent à 4, 5 heures de travail pour acheter un kilo de blé. Donc là, clairement, beaucoup de gens ne peuvent pas le faire, tout simplement. Quand je parle d'heures de travail, c'est des heures de travail payées au salaire minimum, évidemment. C'est pour avoir, si vous êtes très riche, vous pouvez toujours. Alors aujourd'hui, vous voyez, on voit sur cette courbe finalement l'histoire de ces gains de productivité, c'est-à-dire qu'une espèce de stabilité jusque vers 1800, puis de 1800 à 1900, ce prix baisse, c'est-à-dire que vous travaillez toujours 1 heure, mais avec votre heure de travail, vous pouvez acheter de plus en plus, et donc vous allez acheter du blé, puis ensuite autre chose, etc. Et aujourd'hui, si on regarde le prix du blé sur le marché mondial et qu'on divise par le SMIC horaire, ben, en 2005, il fallait 1 minute pour acheter ce kilo de blé qui coûtait 2h30 de travail il y a 3 siècles. Donc vous voyez, c'est majeur. C'est majeur. C'est-à-dire entre 2h30 et 1 minute, tout le reste du temps, on pouvait travailler pour autre chose. Donc ça explique à la fois le fait qu'on a besoin de moins d'agriculteurs quand on a une productivité comme ça, et ça explique aussi tout ce qu'on peut acheter au-delà du blé en ayant le ventre plein. Et même dans la période récente, vous savez qu'on a une tension sur le prix des céréales qui ne va pas s'arranger, en tout cas pas à court terme. J'ai refait les calculs là récemment. Vous voyez, en 2012, on est remonté à 1 minute 30. Enfin, 1 minute 30, nos ancêtres du début du XVIIIe auraient été absolument sidérés de trouver du blé à ce prix-là. Vous voyez, c'est assez fascinant quand même comme ampleur d'évolution, et ça explique tout. Enfin, c'est-à-dire que tout vient de là, c'est-à-dire tout vient de cette productivité, tout vient à la fois des surplus qui permettent de faire autre chose que l'agriculture, mais aussi cette fantastique productivité de l'agriculture qui va permettre de nourrir la population et de faire évoluer son régime des produits de base vers les produits d'origine animale et vers une beaucoup plus grande diversité. Alors c'est ce qu'on va voir. Je reviens sur ce graphique que je vous ai montré tout à l'heure pour cadrer les choses. Donc là, c'était la France, c'était 2 siècles d'évolution, vous voyez. Et donc maintenant, je vais vous montrer exactement la même chose dans les années 60, mais non plus pour la France, mais pour l'ensemble des pays du monde. Donc vous voyez, c'est le même graphique. Simplement sur les X en abscisse, c'est plus le temps, mais c'est les niveaux de revenus par tête mesurés par le produit intérieur brut par personne en milliers de dollars. Et puis en ordonnée, ben, c'est la même chose, c'est la part des différents groupes de nutriments dans la ration, mais chaque point là n'est pas un point dans le temps, chaque point est un pays du monde. Et il y a tous les pays du monde sur ce graphique, enfin tous les pays observés par la FAO dans les statistiques rétrospectives des années 60. Et donc ce que vous voyez, c'est que tout le monde suit exactement le même modèle.
il y a bien sûr de la dispersion autour des graphiques, tout n'est pas aligné, c'est pas de la physique, c'est de la biologie, de l'économie, de l'environnement, etc. Il y a des différences culturelles, selon les pays, il est plus ou moins facile de cultiver des céréales, et c'est plutôt plus facile d'élever des animaux, donc c'est clair qu'en Mongolie, qui est peut-être le point rouge, là tout à fait au milieu tout seul, on aura beaucoup plus de lipides dans l'alimentation, évidemment parce qu'on mange de la viande, mais ça c'est les conditions de l'environnement qui font ça. Mais en tout cas, ce qui est absolument frappant, c'est que tous les pays suivent le même modèle et que dès que le niveau de revenus augmente, dès que la richesse du pays augmente, on se déplace vers ce modèle alimentaire. Enfin, on se déplace. Là, c'est en fait un abus de langage, puisqu'on est en statique. C'est les données moyennes pour 3 ans au début des années 60, donc il y a 50 ans. Maintenant, j'ai laissé de la place sur le graphique à droite, simplement pour montrer comment les choses ont évolué en 50 ans. Ben voilà comment elles ont évolué. C'est-à-dire qu'on suit exactement le même modèle. Vous voyez que les courbes, les pentes se sont un peu réduites tout simplement parce que l'axe des axes s'est allongé. Mais c'est la même chose. Les niveaux de départ et d'arrivée sont à peu près les mêmes. Et ce qui change, vous voyez, si on passe de l'un à l'autre, c'est plutôt la distribution des points sur le graphique. Je vous rappelle que chaque pays est représenté par 3 points, un vert, un rouge et un bleu, qui sont la part des nutriments dans sa ration alimentaire. Donc tout à fait à gauche, vous avez les pays les plus pauvres, tout à fait à droite, les pays les plus riches, et tout se distribue. Donc ce qui change, là, c'est le déplacement de ces masses de points, donc un certain nombre de pays qui progressivement avancent dans cette transition nutritionnelle que vous avez sous les yeux, qui est matérialisée par cette substitution. Alors, il faut bien sûr, pour comprendre, aller un peu plus dans le détail. Là, on n'a que 3 grands groupes de nutriments, mais en fait, les problèmes qui vont se poser vont se poser quand on entre dans le détail. Donc, j'ai repris là, alors ça, je continue de rendre hommage à la FAO, là, c'est un travail que je viens de faire. J'ai réactualisé un travail qui avait été fait par 3 chercheurs qui travaillent à la FAO, donc Périssé, Cizarret et François, ça a été publié en 69, je crois, ce travail, et qui retraçait justement cet effet de l'évolution là, de la richesse que vous avez là le graphique est inversé, hein, vous avez compris, donc les pays sont de plus en plus riches au fur et à mesure que vous montez sur l'axe des Y, et puis de l'autre côté vous avez la structure de la ration et vous retrouvez exactement ce que j'ai décrit dans mon graphique précédent pour l'ensemble des pays, donc cette croissance de la part des lipides, la baisse de la part des glucides qui sont au milieu et la stabilité de la part des protéines. Et vous avez une information supplémentaire à gauche qui sont les masses de population à chaque niveau. Et vous voyez que là, l'essentiel de la population mondiale est au début du processus, donc dans un modèle essentiellement à base de glucides et surtout, quand on va regarder le détail, essentiellement à base d'amidon, enfin de céréales. Alors si on regarde le détail, on voit que plusieurs choses, c'est du côté des lipides. Là. On voit que dans l'évolution, les lipides, en fait, c'est surtout des lipides qui sont liés à la consommation des produits d'origine animale, c'est les barres horizontales. Du côté des glucides, on a une diminution en fait de la part des glucides qui s'appellent ici divers, qu'on appelle maintenant les glucides complexes, et une augmentation de la part des sucres, très important. Ça, évidemment, on en reparlera pour le cas des États-Unis. Et puis du côté des protéines, là aussi, c'est une substitution en structure entre protéines animales qui augmentent et protéines végétales qui diminuent. Donc voilà, ça c'est à nouveau la situation dans les années 60. Et donc là, récemment, je viens, avec l'aide d'une étudiante de l'agro de Montpellier, de refaire ce travail avec les données récentes de la FAO pour la période actuelle, aujourd'hui. La même chose aujourd'hui. Et voilà le résultat. C'est pareil. Pareil. C'est-à-dire que, vous voyez, on a ces mêmes évolutions, lipides qui augmentent, surtout lipides d'origine animale, glucides qui diminuent, surtout les glucides complexes et les sucres qui augmentent, substitution protéines animales, protéines végétales. Une petite différence quand même, si vous avez l'œil, c'est que la part des protéines totales augmente un peu dans la ration, hein, quand on va vers le haut du graphique. Et puis surtout, c'est à gauche que le changement est important, c'est que la masse de la population s'est déplacée, elle a avancé le long du processus. Et donc, on va progressivement comme ça vers ce modèle de plus en plus occidentalisé, entre guillemets, en tout cas le modèle des pays riches. Alors, quel problème ça pose en fait? Sur ce graphique, ce que vous voyez, et c'était mon point de départ, c'est que ces évolutions ont l'air tout à fait inéluctables, c'est-à-dire que la croissance économique se produit et tout le monde bouge comme ça, etc. Et donc ces évolutions-là posent en fait 2 problèmes. Donc
pose un problème de ressources, j'y viens tout de suite avec la question calories animales, calories végétales, qui est un problème clé aujourd'hui, et des problèmes de santé publique, obésité. Voilà, je me dirais obésité pour aller vite, puisque c'est quand même le truc le plus